Bonjour à tous, nous allons aborder aujourd'hui le cours sur les pneumonies. Tout d'abord, à l'issue de ce cours, voici les objectifs que vous devrez atteindre. Vous serez capable à l'issue de ce cours de définir une pneumonie, de distinguer une pneumonie communautaire liée par rapport à celle liée aux soins ou nosocomiales, de situer l'ampleur du problème posé par les pneumonies, c'est-à-dire de voir quelle est la charge liée aux pneumonies, de décrire les principaux mécanismes de survenue en citant les facteurs de risque et les facteurs favorisants, de décrire les 3 tableaux radiocliniques, décrire les formes cliniques de pneumonie communautaire, essentiellement par rapport aux germes, et vous serez capable normalement de prendre en charge, de donner le plan de prise en charge d'une pneumonie. Le plan que nous allons adopter est le suivant. Nous allons d'abord définir les pneumonies et situer l'ampleur du problème, puis nous aborderons la physiopathologie, la présentation radioclinique, les formes cliniques selon le germe et la prise en charge. Concernant le chapitre 1, pour la définition, la pneumonie est une atteinte infectieuse du poumon profond qui comporte aussi bien les alvéoles, les bronchioles terminales et respiratoires et l'interstitium. Il faut savoir que les pneumonies font partie des infections respiratoires basses. On distingue les pneumonies communautaires qui sont acquises en milieu extra-hospitalier en opposition à celles qui sont acquises en milieu de soins ou pneumonie nosocomiale. Ce sont des pneumonies qui vont survenir 48 heures après l'admission dans la structure de soins, mais ce que l'on distingue également actuellement, ce sont d'une manière beaucoup plus large toutes les pneumonies qui sont liées à des actes de soins, parce qu'on sait qu'actuellement, beaucoup de soins se sont développés en ambulatoire. Nous donnons comme exemple les insuffisants rénaux qui vont 3 fois, 2 fois par semaine dans les centres de dialyse, qui subissent des soins et qui peuvent au cours de ces séances de dialyse ou ces gestes être infectés par un germe. Pourquoi cette distinction? Cette distinction est importante parce que les germes en cause dans les pneumonies communautaires sont différents par rapport à ceux des pneumonies qui sont liées à des soins. Vous devinez que qu'en cas de pneumonie liée à des soins, par exemple, les germes sont plus virulents et sont même résistants aux antibiotiques. Quelle est l'ampleur du problème? 26% de la pathologie infectieuse est représentée par les pneumonies. On considère également que 5 à 10% de toutes les IRB sont des pneumonies et 60 à 80% des pneumonies sont d'origine bactérienne. Ce sont des éléments importants de savoir quel est le germe, qu'elles sont d'origine bactérienne. Ça veut dire que pour une grande part, les pneumonies seront d'origine bactérienne. Il restera 30 à 40% qui seront des pneumonies qui sont d'origine virale ou autre. Enfin, il est important également de savoir que 30 à 40% des pneumonies aiguës communautaires nécessitent une hospitalisation, c'est-à-dire que jusqu'à 70% des pneumonies vont être prises en charge en ambulatoire et vont nécessiter une surveillance à domicile. Les facteurs de risque, évidemment, sont mieux connus actuellement. Ce sont essentiellement le sujet âgé, les comorbidités, la notion d'hospitalisation antérieure et les habitudes toxiques comme le tabac. Par rapport à l'âge, vous voyez sur cette diapositive la comparaison de 3 années de survenue de pneumonie et vous voyez que plus on augmente en âge et plus la pneumonie, l'incidence de la pneumonie augmente. Vous voyez qu'entre 18 et 19 ans, l'incidence est à peu près à 0,33 au cours des 3 années, mais qu'à partir de l'âge de 60 ans, ça s'est multiplié essentiellement par au moins 8. Et ensuite, à partir de 70-79 ans, vous voyez, ça se multiplie par 3, 80-90 ans et au-delà de 90 ans, vous voyez que le risque de survenue de pneumonie est beaucoup plus important. Concernant la mortalité, les pneumonies représentent la première cause de mortalité parmi les maladies infectieuses. Et 2 à 15% des personnes atteintes de pneumonie risquent de décéder. La mortalité durant l'hospitalisation est à peu près de 2,7%. En matière de coûts également, il faut savoir que les pneumonies représentent le premier poste de dépenses par rapport en termes de prescription antibiotique et ça représente également 9% des arrêts de travail parmi
les maladies infectieuses. Donc, à l'issue de ce chapitre 1, vous savez que les pneumonies font partie des infections respiratoires basses. Elles touchent le poumon profond. On distingue, on a les pneumonies communautaires et les pneumonies nosocomiales. Elles augmentent le risque de... C'est une pathologie qui continue encore à sévir alors qu'on est au 21e siècle et même dans les pays très développés où elles surviennent. Les facteurs de risque essentiels sont liés à l'âge, c'est-à-dire que plus on est âgé, plus il y a le risque d'infection de pneumonie, et également les autres facteurs de risque comme le tabagisme et les comorbidités. Du point de vue de la physiopathologie, on sait que à l'état normal, les voies sous-glottiques sont stériles. Comment la pneumonie se développe? Tout d'abord, les deux voies de contamination qui sont décrites, c'est l'inhalation et la voie hématogène, mais c'est surtout l'inhalation qui est mise en cause. Et ce sont surtout des micro-inhalations qui vont provenir de sécrétions ou d'aspiration d'organismes qui résident dans les sécrétions nasopharyngées, c'est-à-dire que par exemple, dans certains cas, on a une flore saprophyte et le sujet peut développer après une pneumonie, notamment chez les sujets développés, tout simplement parce qu'il est infecté par des sécrétions, par des germes qui existent dans ces sécrétions nasopharyngées. Elle peut également provenir d'autres patients, par exemple dans les infections virales, comme la grippe, comme le SARS-CoV-2 qu'on a maintenant, ou bien alors provenir d'animaux, ou bien de l'environnement, comme les légionelloses. Quand survient la pneumonie, la pneumonie, pourquoi elle surviendrait chez tel sujet et pas chez un autre? Eh bien, la pneumonie survient quand il y a une virulence microbienne importante, eh bien, par exemple le staphylocoque, le pseudomonas, quand l'inoculum, c'est-à-dire la quantité de germes qui est inoculé est importante, ou bien alors quand le terrain sous-jacent, c'est-à-dire quand le sujet présente une immunodépression. Rappelons que cette immunodépression peut être soit une immunodépression locale, par exemple, comme c'est l'arbre respiratoire qui est touché, vous avez par exemple les patients qui présentent une BPCO, qui est une maladie liée au tabagisme. Le sujet, ils ont déjà, ces sujets-là ont une fragilité au niveau bronchique et au niveau immunitaire local, donc ils sont susceptibles, ils sont plus facilement atteints d'infections. Et vous avez également les sujets, les immunodépressions actuellement les plus fréquentes, comme le diabète, l'insuffisance rénale et également le sida. Quels sont les facteurs favorisants qui vont développer, qui font le lit de l'infection, du développement d'une infection de type pneumonie? Ce sont essentiellement les infections virales des voies respiratoires, les insuffisances cardiaques, le tabac, les maladies sous-jacentes comme la BPCO et les maladies comme le diabète, l'insuffisance rénale, l'alcoolisme, l'altération d'état de conscience. Quelles sont les conséquences de cette infection? Sur le plan purement un impact, il y a 3 types de pneumonie. Il y a la pneumonie alvéolaire qui est purement alvéolaire, c'est une alvéolite fibrinoleucocytaire. Il y a la pneumonie bronchique et alvéolaire, c'est la bronchopneumonie et la pneumonie interstitielle. C'est important de connaître ces 3 types de pneumonie parce que ça a une traduction radioclinique, on va le voir tout à l'heure. Quels sont les germes qui sont les plus souvent en cause? On l'a dit, ce sont essentiellement les bactéries. Et parmi les bactéries, Streptocoque pneumoniae tient la palme d'or. Ensuite, on a également parmi les bactéries ce qu'on appelait avant les bactéries atypiques, mais en fait, ce sont les intracellulaires. Et essentiellement parmi ces intracellulaires, maintenant la légionellose est de plus en plus reconnue et elle est importante à reconnaître parce qu'elle peut être de mauvais pronostic quand elle n'est pas reconnue à temps. Enfin, il y a également les pneumonies virales qui étaient décrites essentiellement chez les enfants. La grippe aussi peut se compliquer d'une pneumonie, mais vous le savez maintenant, il y a la pandémie liée au virus SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 développe également, peut entraîner une pneumonie chez les sujets atteints. Quels sont les tableaux radiocliniques? 3 tableaux radiocliniques essentiellement. Si on se reporte je vous ai parlé de trois formes anapathes, eh bien on va retrouver 3 tableaux radiocliniques. La pneumonie franche lobaire aiguë, la bronchopneumonie en foyer et la pneumonie interstitielle. Quelles sont les caractéristiques de cette pneumonie franche lobaire aiguë? Vous la connaissez très bien puisque vous l'avez étudiée en 3e année en sémiologie. On le sait, c'est le modèle qui est utilisé pour vous expliquer le syndrome de condensation. Donc, c'est un
C'est une pneumonie qui va se caractériser par des signes généraux importants, des signes fonctionnels respiratoires et des signes en foyer. Et à la phase d'état, la température et les signes généraux sont très importants. Il peut y avoir une dyspnée, une toux grasse, purulente, parfois rouillée, tachée de sang. Le faciès, vous allez voir que c'est un faciès infectieux avec un faciès vultueux, des rougeurs des pommettes, un herpès labial et un syndrome de condensation. Sur le plan radiologique, cette PFLA va se traduire par une opacité qui va être dense et homogène, systématisée, comme vous le voyez là, systématisée, limitée par la petite scissure vers le bas. C'est ce qui caractérise cette PFLA, c'est-à-dire que l'inflammation est homogène, ce qui traduit ce syndrome de condensation et ce qui donne également sur le plan radiologique cette opacité qui est dense et homogène qui est systématisée, c'est-à-dire qui correspond à un territoire bien défini. Et en regardant bien, vous allez voir cette arborescence, ces clartés, en fait, au sein de l'opacité, vous allez voir ces clartés qui correspondent à un bronchogramme aérique. Enfin, on a maintenant la bronchopneumonie en foyer. Celle-là, c'est une atteinte qui n'est plus homogène parce que c'est une dissémination à la fois bronchiolaire et alvéolaire. Il y a toujours le syndrome infectieux, un syndrome bronchique très important au premier plan avec une expectoration purulente, une polypnée qui est fréquente liée à l'extension des lésions. À l'examen physique, vous n'aurez pas le syndrome de condensation franc comme il existe dans la PFLA, mais vous allez avoir plusieurs zones de submatité avec des rades sous-créputants. La radiographie également va montrer plusieurs zones d'opacité alvéolaire ou macronodulaire hétérogène et à la biologie, vous allez avoir une hyperleucocytose, tout comme dans la pneumonie interstitielle d'ailleurs. Tout comme la pneumonie plutôt, la PFLA, vous aurez corrigé. Le troisième tableau, c'est la pneumonie interstitielle. Celle-ci, elle se caractérise également donc par une atteinte de l'interstitium. Il va y avoir une traduction à la fois clinique et radiologique particulière. Le début va être progressif, voire sur quelques jours. Il va y avoir une fièvre, 38-39, une toux sèche, des signes généraux variables, mais également une atteinte des voies aériennes supérieures qui est souvent associée, parce que je le rappelle, c'est une pneumonie qui est liée en général à des virus. La radiographie thoracique est également très caractéristique parce qu'elle va révéler des opacités hétérogènes, localisées, réticulonodulaires et en général, on dit que ce sont des images réticulo-micronodulaires. Vous verrez ça en séance de radiologie où on vous montrera la différence entre les images, l'opacité alvéolaire de la PFLA, celle de la bronchopneumonie et celle de la pneumonie interstitielle. Donc là, nous avons les trois tableaux radiocliniques, mais attention, nous sommes en médecine, les malades, on peut décrire la maladie, mais tous les malades ne se ressemblent pas. Donc la présentation clinique peut ne pas, disons, épouser ces caractéristiques-là. Ça peut être moins caractéristique, c'est-à-dire vous pouvez avoir des formes frustres avec un début insidieux, vous pouvez avoir également des formes avec altération isolée de l'état général. Par exemple, je pense en particulier au sujet âgé. Vous vous rappelez tout à l'heure, au début de mon exposé, je vous ai dit que le sujet âgé était une personne à risque. Donc, les sujets âgés sont des personnes à risque parce que ce sont des personnes qui ont une diminution. Vous savez que quand on prend de l'âge, il y a une diminution physiologique, disons, de toutes les fonctions, mais également le sujet âgé est un sujet qui a été exposé à beaucoup de facteurs, qui peut avoir été exposé à des facteurs toxiques, aussi bien le tabac que la pollution atmosphérique, que la pollution domestique. Il est également sujet à des affections chroniques qui vont l'affaiblir. Donc, les personnes âgées présentent des pneumonies, mais attention, le tableau peut être frustre, c'est-à-dire c'est pas un tableau vraiment de pneumonie avec la toux, etc. C'est plus un tableau d'altération de l'état général, ou bien alors avec des signes extra-respiratoires prédominants. On a la pneumonie allégionnelle qui est très caractéristique. Vous avez également les formes bruyantes qui entraînent un véritable œdème lésionnel. C'est une forme bruyante parce qu'il y a une atteinte très diffuse qui est pratiquement bilatérale, donc la dyspnée est au premier plan. Donc il est important
de bien connaître, de bien connaître ces formes-là. Et vous avez également les formes qui peuvent être compliquées d'hémoptysie, de pneumothorax ou de dissémination septique, par exemple. L'hémoptysie, par exemple, dans les infections pneumoniques à Klebsiella, le pneumothorax également, qui peut survenir dans le cas des staphylococci. Donc, on voit que sur le plan radioclinique, on a essentiellement 3 tableaux radiocliniques, mais on n'oublie pas qu'il peut y avoir des formes qui ne sont pas typiques. Maintenant, nous allons passer aux formes selon le germe. Nous allons d'abord commencer par les bactéries. Et parmi les bactéries, je vous ai dit tout à l'heure dans les agents en cause, le premier agent en cause, c'est le streptocoque. Le streptocoque, il peut proliférer notamment en cas d'immunodépression. Il représente à peu près 16 à 51% des pneumonies communautaires hospitalisées et en soins intensifs, l'incidence peut augmenter jusqu'à 54%. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'antibiothérapie, c'est-à-dire avant qu'on mette au point les antibiotiques, la mortalité était très élevée, jusqu'à 77%. Et ensuite, avec l'avènement des antibiotiques, cette mortalité a baissé. Elle a baissé jusqu'à 28%. Pourquoi on a des problèmes pour faire baisser cette mortalité? Parce que vous avez vu que cette pneumonie augmente avec l'âge et notamment chez les immunodéprimés, mais il y a aussi le problème de résistance et de sensibilité diminuée du streptocoque, notamment à l'antibiotique de choix pour ce germe que sont les bêta-lactamines. Et vous avez un travail très intéressant qui a été fait par nos collègues et mené par le professeur Rahal. Ils ont mené depuis de nombreuses années la surveillance de la résistance des bactéries au niveau du territoire national. Et on voit très bien que le streptocoque que l'on a en Algérie a une sensibilité diminuée. Vous trouverez ce travail sur le site de l'Institut Pasteur, je suppose. Hein. C'est un travail qui est disponible. Alors, concernant maintenant, donc cette mortalité, on l'a dit, elle peut être liée à la résistance, aux facteurs de risque également, et au fait que les défenses immunitaires soient compromises. Comment se présente cette pneumonie? Elle se présente le plus souvent sous forme de tableau de PFLA, ou bien alors si c'est un sujet immunodéprimé, elle prendra une forme fruste qui n'est pas le tableau typique de la PFLA. Sur le plan de la biologie, vous allez avoir une hyperleucocytose et le germe pourra être isolé au niveau de l'hémoculture, en sachant que l'hémoculture, la rentabilité de l'hémoculture, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas toujours le streptocoque dans l'hémoculture, on a à peu près 20% de rendement. Le deuxième germe, c'est le staphylocoque qui donne des infections respiratoires basses graves parce que c'est un germe qui est résistant aux antibiotiques, qui entraîne des nécroses également, et ces nécroses vont entraîner des destructions au niveau parenchymateux avec une extension des lésions et avec un risque également, une extension également hématogène, donc un risque de septicémie. Ce caractère nécrotique en fait ce caractère nécrotique d'extension hématogène va nous donner un tableau de septicémie avec sur le plan radiologique des images très variables sur une même radio et très variables d'un jour à l'autre chez un même malade. Je m'explique, c'est-à-dire que chez un même malade, plutôt que d'avoir une seule opacité, vous pouvez avoir plusieurs foyers de bronchopneumonie, une image d'abcès, des lésions, une image de pneumothorax, d'épanchement pleural. Donc, c'est un tableau qui est très, très bruyant et en général, le patient a un mauvais état général. Le diagnostic également, l'apport des examens microbiologiques, vous avez une hyperleucocytose et vous pouvez isoler le germe au niveau d'une porte d'entrée. C'est une pathologie également dont le pronostic peut être réservé. Il peut être réservé parce que du fait des maladies associées, rappelez-vous, ce sont en général des sujets immunodéprimés, des sujets âgés, de l'importance de l'infection, parce que ça risque de donner, même à l'échelle du poumon, un pneumothorax, des abcès, etc. Donc il y a une mise en jeu, une atteinte des capacités respiratoires, donc il y a un risque également de détresse respiratoire. Et il y a également le deuxième risque, c'est le fait qu'il y ait un risque de septicémie et également la problématique de la résistance aux antibiotiques.
Parmi les grammes négatifs, maintenant nous passons aux grammes négatifs. Nous avons fini avec les 2 germes essentiels des grammes positifs. Parmi les grammes négatifs, pour les grammes négatifs en général, ce sont des infections de mauvais pronostic qui surviennent sur un terrain immunodéprimé ou bien chez des personnes alcooliques ou bien qui ont un âge avancé. Alors pour les sujets alcooliques, ce sont les sujets qui prennent de façon régulière de l'alcool et qui sont dépendants de cette prise. Les sujets avancés également sont des personnes à risque. Il y a beaucoup de germes qui peuvent être en cause. En général, ce sont des pneumonies de type nosocomial, mais on peut également avoir des pneumonies de type communautaire. Et parmi ce type de pneumonie communautaire, nous avons la pneumonie à Klebsiella pneumoniae, qui est la plus fréquente des pneumonies communautaires, c'est-à-dire qui survient en dehors de l'hôpital, en général chez des sujets diabétiques ou alcooliques. La présentation clinique, c'est une altération de l'état général avec une expectoration hémoptoïque. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait des zones de nécrose, donc il est normal, enfin, comme il y a de la nécrose, donc il y a de l'hémoptysie. Les crachats sont rouillés, ils sont teintés de sang, on peut même avoir de l'hémoptysie. Et sur le plan de la radiologie également, cette infection donne une présentation radiologique assez particulière du fait des phénomènes inflammatoires qui sont très très importants, et ça donne en fait un aspect typique de pneumonie bombante, c'est-à-dire que par exemple quand c'est une atteinte au niveau du lobe supérieur, vous allez avoir un bombement de la petite scissure du fait des phénomènes inflammatoires qui sont très importants. Nous allons passer maintenant aux germes intracellulaires qui font partie également des bactéries. Vous avez d'abord les mycoplasmes. Ce qui caractérise en fait ces germes intracellulaires, c'est la difficulté de leur isolation. C'est pour ça qu'on les a classées à part, parce qu'elles n'ont pas de parois, donc elles sont difficiles à reconnaître. Mais il y a des moyens. Donc il y a le mycoplasme qui est la plus petite bactérie connue et donc qui est à croissance lente. Elle est à transmission interhumaine, ça donne des petites épidémies et la symptomatologie respiratoire va s'associer à des signes extra-respiratoires. Le diagnostic, évidemment, comme il est difficile de diagnostiquer, de reconnaître, de cultiver cette bactérie, le moyen qui a été retrouvé, qui est proposé entre autres, c'est la sérologie. La sérologie, en fait, ça mesure des taux d'anticorps au début de l'infection, c'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement à T1 au début et on va faire un prélèvement 15 jours après et on va voir qu'il va y avoir une augmentation des anticorps antipneumoniques. Évidemment, comme c'est une infection en général qui est bénigne, on ne va pas attendre pour aller faire de la sérologie, donc c'est plus un diagnostic clinique. On se base sur la clinique pour faire le diagnostic, le traitement essentiellement tétracycline et macrolide. La deuxième bactérie intracellulaire, c'est le germe, c'est la chlamydia également, qui va comprendre 3 espèces. La transmission se fait par voie aérienne et les infections à chlamydia pneumoniae se fait sous forme endémique. Et en général, cette incidence va entraîner des périodes d'épidémie qui peuvent durer de 4 mois à 2-3 ans. Alors, c'est une infection qui est rare avant 5 ans, qui va augmenter jusqu'à 5-9 ans avec l'admission à l'école et puis après, elle va se réduire jusqu'à décroître chez le sujet âgé et la majorité des infections restent asymptomatiques. La légionellose représente également une infection une infection grave. Vous avez je remercie le professeur Swami de m'avoir permis d'utiliser cette plaque qui lui appartient. C'est une belle plaque qui vous retrace l'historique en fait de la découverte de la légionelle. Tout s'est passé à l'hôtel Bellevue à Philadelphie, aux USA, en juillet 1976, au cours d'un congrès de légionnaires où on a constaté que toutes les personnes qui étaient à ce congrès, beaucoup de personnes qui étaient à ce congrès, avaient présenté un syndrome infectieux avec des signes respiratoires et des signes extra-respiratoires. Immédiatement, donc, il y a eu une enquête du CDC et on a découvert, en 1977, on a pu isoler la légionelle qui a pu être isolée. Voilà pour donc l'histoire de la légionellose. Caractéristique donc des légionelles, il n'y a pas une légionelle, il y a
c'est le genre Legionella. Il y a 50 espèces différentes et 65 sérogroupes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sérogroupes très différents, beaucoup d'espèces très différentes. Elles sont présentes, ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont présentes dans l'environnement et sont capables de parasiter certaines cellules, comme les protozoaires ou les amibes. Évidemment, les sujets l'homme peut s'infecter en travaillant dans des atmosphères humides. Par exemple, les gens qui travaillent la terre, les creuseurs de tombes, etc. Vous avez également les gens qui travaillent qui posent des gaines dans les sous-sols, tout ce qui n'est pas, tout ce qui est humide. On a incriminé également les climatiseurs, mais avec le développement de la technologie, maintenant les climatiseurs, l'hygiène des climatiseurs est meilleure. Donc, l'homme peut être infecté selon c'est le modèle même de l'infection liée à l'environnement. Ça nécessite évidemment, vous le lisez là, des conditions de croissance très particulières. Donc, il est important sur le plan de la prévention, notamment dans les institutions, etc., où il y a des systèmes de chauffage d'eau, etc., communs, de bien vérifier la qualité du chauffage pour ne pas favoriser le développement de cette bactérie. Sur le plan clinique, il y a des formes cliniques variables. En général, ça va du tableau pseudo-grippal, qui peut être bénin, léger, jusqu'au tableau de détresse respiratoire avec des signes respiratoires. Des signes extra-respiratoires. En général, c'est une phase d'incubation de 2 à 10 jours et puis après, les malades vont présenter un malaise général, des myalgies, des céphalées, etc. Sur le plan clinique, les formes cliniques, j'ai dit, sont très variables. Et puis après, en quelques jours, vous allez avoir la fièvre qui va s'aggraver avec une bradycardie, c'est ce qu'on appelle le pouls dissocié, c'est-à-dire que le patient est fébrile, mais il a une bradycardie, en particulier chez les personnes âgées. Il peut présenter également des signes extra-respiratoires comme des signes digestifs, neurologiques. Dans notre pratique, nous avons vu surtout des sujets avec des signes digestifs et des signes neurologiques également, ce sont essentiellement les céphalées, mais on peut avoir, on l'a vu rarement, mais on a vu parfois de véritables tableaux d'agitation jusqu'à l'agitation. Donc, il est important de bien analyser. Quand vous avez une fièvre chez un sujet, cherchez les tableaux, les signes respiratoires, les signes extra-respiratoires. L'examen physique, qui peut révéler des râles bronchiques ou bien une matité ou un syndrome d'épanchement pleural. En général, qu'est-ce qui fait évoquer la pneumonie à Légionelle? C'est l'atteinte respiratoire, les signes généraux, la diarrhée, c'est-à-dire les signes extra-respiratoires, la diarrhée, la confusion ou les céphalées. Et un autre caractère aussi qui est très important, c'est que quand on prescrit une bêta-lactamine, elles ne répondent pas. On dit qu'elles sont résistantes. En fait, parfois vous avez des patients qui viennent pour des tableaux de pneumonie. On donne un premier traitement. Et au bout de 1 jour, ou 2 jours, on voit que ça ne s'améliore pas. Et il y a des signes digestifs, il y a des signes neurologiques. Il faut penser évidemment à la légionellose. La radiographie du thorax, évidemment, les signes sont non spécifiques. Vous pouvez avoir une infiltration, une condensation. Pour les formes cliniques, vous avez 2 formes cliniques. Vous avez la forme grave avec beaucoup de signes neurologiques, beaucoup de signes extra-respiratoires, même cardiaques, des signes rénaux et musculaires. Et oui, parce que vous pouvez avoir une véritable, disons, une diffusion de cette bactérie et donc entraîner un tableau général. Elle survient, en général, ces formes graves, ce sont surtout les sujets immunodéprimés. Maintenant, vous pouvez avoir une forme bénigne qu'on appelle la fièvre de Pontiac. En fait, cette forme a été décrite pour la première fois en 1968 à Pontiac. Et ensuite, Pontiac, c'est aux États-Unis. Ensuite, quand on a trouvé en 77 la légionellose, eh ben on est retourné, on a revu les prélèvements et tout, et on s'est rendu compte que c'était le même germe. Bon, dans ce cas-là, c'est comme un tableau pseudo-grippal, hein. Il n'y a pas de pneumonie, il n'y a pas de phase d'incubation. La phase d'incubation est très courte. Donc, entre ces 2 formes-là, vous avez donc la forme de pneumonie. Sur le plan de la biologie, le tableau biologique est très aussi particulier. Vous avez une polynucléose, vous pouvez avoir un bilan hépatique et ou rénal qui est atteint, qui est perturbé, et une gazométrie sanguine qui peut être également perturbée.
La recherche évidemment de la bactérie est très difficile. En général, on fait une recherche d'antigènes solubles dans les urines. Donc, on a fini les pneumonies liées aux germes intracellulaires. Concernant les pneumonies virales, on a fini les pneumonies bactériennes. Donc, on a vu les grammes positifs, les grammes négatifs, les bactéries intracellulaires. Nous allons voir maintenant les pneumonies virales. Les pneumonies virales, en général, je vous ai dit au début de mon exposé que ça concernait surtout l'enfant, mais ça peut être aussi une complication de la grippe, hein. Vous pouvez également avoir des pneumonies au cours de la grippe. Ce sont en général des formes graves. Et on l'a bien vu en 2009 au décours de l'épidémie de grippe H1N1 où on a eu chez des sujets des tableaux de pneumonie qui parfois ont été de très mauvais pronostics. Elles ont un caractère en général épidémique, surtout pour la grippe, hein. Maintenant, il y a évidemment un autre germe qui est maintenant que vous connaissez tous, dont vous avez tous entendu parler, c'est le germe SARS-CoV-2 qui fait partie des coronavirus et qui est actuellement nous pose problème. On ne peut pas parler des pneumonies sans parler de la pneumonie à SARS-CoV-2. Alors, le virus, c'est SARS-CoV-2 et la maladie, c'est COVID-19. Il ne faut pas faire de confusion. Donc, c'est la pandémie actuelle. Les signes cliniques sont très variés, variables chez un même sujet. Vous pouvez avoir des signes généraux, des signes respiratoires. Vous avez tous entendu parler de la perte de goût et de la perte de l'odorat, des signes digestifs, des signes neurologiques et cutanés. Depuis le début de la pandémie en décembre 2019, le tableau ne cesse pas de se compléter, c'est-à-dire que au départ, on était là, ensuite on a eu l'anosmie, la gueusie, les signes digestifs, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les signes cliniques sont très très variés et même chez un même sujet, ils peuvent être très variables. Concernant maintenant la présentation, en général, 80% sont des formes bénignes ou asymptomatiques, ça on le sait. Et ensuite, vous avez des formes qui peuvent se compliquer des pneumonies. Ces pneumonies sont classées, surviennent chez qui en général? Chez des patients qui ont des facteurs de risque, par exemple les sujets âgés, les sujets hypertendus, les sujets diabétiques, insuffisants rénaux, les patients qui sont porteurs de maladies chroniques, d'immunodépression, VIH, etc., ou les malades qui sont sous immunodépresseurs, sous corticothérapie au long cours, etc. En général, l'imagerie donne des lésions interstitielles ou de la condensation. Le diagnostic de certitude, évidemment, c'est la PCR, parce qu'il faut isoler le germe. Vous avez beaucoup entendu parler du scanner, etc. Le scanner, ça a été la première fois où on l'a utilisé, mais en fait, ça a été un moyen, disons, c'est surtout pour avoir l'étendue des lésions, mais quand on a la PCR, c'est la PCR qui nous fait le diagnostic. L'imagerie nous aide à conforter le diagnostic en attente de la PCR, en attente de la confirmation, et ça nous aide également avec la clinique parce que on a souvent tendance à croire à penser que ça se classe essentiellement sur l'atteinte radiologique, mais également c'est la clinique, la radio et également le bilan biologique. Donc on a une forme légère, modérée, sévère et critique. Bon, je vous ai parlé de la pneumonie à Covid-19 parce qu'il me semblait que c'était très important. Nous sommes en pleine pneumonie, nous sommes en pleine pandémie, donc il est important que vous sachiez ce que c'est que cette pneumonie à Covid-19. Maintenant, nous allons aborder la prise en charge. Comment se fait la prise en charge? Parce que là, nous avons vu, disons, en théorie, qu'est-ce qu'il fallait savoir pour prendre en charge. Maintenant, comment je prends en charge? D'abord, comment je pose mon diagnostic? Ensuite, quel est le degré de sévérité? Ensuite, quel est le germe? Est-ce qu'il faut que j'isole le germe? Et quel traitement il faut donner? Est-ce qu'il faut un antibiotique? Et si oui, quel antibiotique? Tout d'abord, sur le plan du diagnostic, le diagnostic positif est un diagnostic qui est très facile parce qu'il permet en fait d'être posé facilement sur la base essentiellement de la clinique et de la radiologie. D'accord? Donc, c'est un diagnostic qui est posé essentiellement sur la base
sur la base de la radiologie, de la clinique pardon, et de la radiologie. Évidemment, on peut se poser la question comment je fais la différence entre bronchite et pneumonie. Eh bien, bronchite et pneumonie, c'est très simple. La bronchite vient aussi avec de la fièvre, la bronchite aiguë, hein, elle vient avec de la fièvre qui peut être inconstante. En général, elle est inconstante, une brûlure rétrosternale, parfois de la toux, parfois on a une atteinte des voies aériennes supérieures et l'auscultation est normale ou bien des râles bronchiques diffus. Alors que la pneumonie, vous avez des signes auscultatoires en foyer, un syndrome infectieux qui est beaucoup plus important. Donc, on demandera une radiographie à chaque fois que j'aurai ici, évidemment, des signes en foyer, ou bien alors je serai chez un immunodéprimé, ou bien alors je serai chez quelqu'un qui a des comorbidités, ou bien alors, attention au sujet âgé, j'ai beaucoup insisté sur le sujet âgé pour dire que le tableau pouvait être atypique. Évidemment, après, une fois que j'ai fait ma clinique et ma radio, je dois quand même éliminer d'autres diagnostics comme la tuberculose pulmonaire, l'embolie pulmonaire, l'épanchement pleural, le cancer bronchopulmonaire. Un point particulier par rapport au cancer parce que le cancer, il peut être révélé par une pneumonie. Je m'explique, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un sujet qui est fumeur, qui a longtemps fumé et qui consulte pour une pneumonie. Il est traité pour sa pneumonie et à l'issue du traitement, on découvre une lésion sur le plan radiologique qui va persister, qui va être évocatrice de cancer bronchique. Donc la clinique et la radiographie suffisent à établir le diagnostic. Maintenant, quel est le degré de sévérité? Le degré de sévérité, évidemment, le degré de sévérité, on a identifié les signes de gravité. Les signes de gravité, les signes que l'on retrouve à l'anamnèse, c'est l'âge avancé, la grabbatisation préalable à la pneumonie, tout ce qui entraîne une immunodépression. Vous l'avez compris, ça veut dire que l'anamnèse, il faudra rechercher tous ces éléments-là. Vous avez ensuite également, il faudra prendre en compte également les conditions socio-économiques défavorables des patients parce que avec l'isolement social, parce qu'il y a un risque d'inobservance, la pneumonie, si elle est traitée rapidement, et bien, même chez un sujet immunocompétent, hein, il faut traiter toujours rapidement. Si on voit que le sujet a des difficultés pour accéder au traitement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas acheter le traitement, il faut bien voir quelles sont ses conditions et faire en sorte qu'il ait son traitement. Et également, il faut voir également les risques d'inobservance. Ensuite, vous avez également, à côté de ces signes anamnéstiques, vous avez les signes physiques. Les signes physiques de gravité, ce sont essentiellement ceux qui sont en rapport avec une atteinte des fonctions vitales, ce qui est logique, c'est-à-dire un rythme respiratoire qui est accéléré, un sepsis grave ou un choc septique, une confusion aiguë, une température inférieure à 35, une température supérieure à 40 et des troubles de la déglutition. Ensuite, vous avez les signes paracliniques. Les signes paracliniques radiologiques et biologiques. Radiologique, c'est l'atteinte multilobaire initiale, ou bien quand il y a une extension rapide des lésions, quand il y a une cavité, ou bien quand il y a une pleurésie. Et sur le plan biologique, c'est la présence d'une acidose métabolique, d'une leucopénie ou d'une hyperleucocytose, d'une insuffisance rénale aiguë ou d'une coagulopathie. Évidemment, c'est bien beau de donner tous ces signes, mais comment utiliser ces signes? Eh bien, ces signes, on les utilise à partir de scores. Ce sont des scores cliniques. Les scores, qu'est-ce que c'est que les scores? Ce sont des instruments, des outils qu'on utilise pour décrire une population, pour évaluer les performances d'une unité de soins, etc. Les scores ont été inventés d'abord, en fait mis au point dans le cadre d'études, dans le cadre de la recherche, puis après, ils ont été utilisés en pratique clinique. Pour nous, pour les pneumonies, ce dont on a besoin, on veut savoir qui prendra en charge en ambulatoire, qui est hospitalisé et où. Je vous ai dit tout à l'heure que 60 à 70% ne sont pas hospitalisés. Eh bien, il faut savoir les sélectionner, ces malades qui doivent être pris en charge en ambulatoire. Et ensuite, qui est hospitalisé et où? Vous savez qu'à l'hôpital, il y a deux secteurs. Il y a le secteur médical et le secteur réanimation. Selon le degré de gravité, on peut orienter le malade soit vers le secteur médical, pneumologie, médecine générale, médecine interne, ou bien alors vers le secteur de réanimation ou de soins intensifs. Les scores ont été élaborés en fait à partir de larges bases de données. C'est ce qu'on appelle les biostatistiques. Hein. Ce sont des biostatistiques. On valide ensuite ces analyses et ça donne des scores. Quels sont les scores qu'on utilise pour les pneumonies?
Alors, on a le score de Fine ou le Pneumonia Severity Index, le PSI. Vous avez le British Thoracic Society qui a mis au point le CURB 65 ou le CRB 65, qui est le score simplifié. Et vous avez enfin, pour mémoire, je vais vous parler du score de l'American Thoracic Society. Alors, le PSI ou le score de Fine a été élaboré dans une étude menée par Michael Fine, d'où le score de Fine, d'où le nom de score de Fine. C'est une étude qui a été menée en 97 et le principe qui a été fait, c'est qu'on a colligé au moins 14 000 cas, plusieurs hôpitaux qui ont mis en commun tous leurs malades. Ensuite, ils ont validé les malades à étudier, c'est-à-dire qui répondaient aux critères, qui avaient toutes les données. Et puis après, on a identifié un score. Voilà, donc en fait, on a mis les critères. Vous voyez, il y a les critères, les antécédents cliniques et paracliniques. Et on pondère chaque critère avec des points. On commence avec l'âge. Si c'est un homme, on met son âge en entier, c'est-à-dire il a 75 ans, on laisse 75 ans. Si c'est une femme, 75 ans moins 10, ça lui fait 65. D'accord? On va faire un petit exercice. Alors, si c'est une femme et elle a 75 ans, on lui enlève 10 points. Elle a une néoplasie, ça lui fait donc 65. Elle a une néoplasie, donc plus 30, ça lui fait 95. Elle a un problème de rein, donc ça lui fait 105. Elle a une fréquence respiratoire qui est élevée, 105 et 20, ça fait 125, avec une température qui est supérieure à 40, donc on était 125, ça fait 130, 140, plus elle a une glycémie qui est élevée, ça fait, j'étais à 140, donc ça lui fait 150, et je vais voir où je la classe. Et bien vous voyez, elle est classée stade 4, ça veut dire que la mortalité est beaucoup plus importante. Vous voyez que la mortalité, elle est dans ce groupe-là, ça veut dire que c'est le groupe le plus grave. D'accord? Il y a un risque de mortalité, il y a un risque de mortalité très élevé. Vous voyez, plus le score est élevé et plus le risque de mortalité est élevé. Évidemment, on ne peut pas utiliser ce score facilement quand on est en consultation d'urgence ou en pratique de ville. Donc, il a été mis au point un autre score par la British Thoracic Society, qui est en fait un score qui a été validé également sur 1000 pneumonies. Et on a fait simple, on a pris en compte la confusion mentale, l'urée sanguine, la respiration, la fréquence respiratoire, la tension artérielle, soit quand il y a une baisse de la systolique à moins 90 ou de la diastolique plus de 60, et quand le sujet est âgé plus de 65 ans. Un patient qui présente 2 de ces 4 facteurs multiplie par 36 le risque de mortalité. C'est-à-dire, si je prends ma patiente de tout à l'heure, elle est arrivée, je l'ai reçue, et ben, elle a 75 ans, elle a déjà un point. Elle avait une fréquence élevée, ça lui fait 2 points. Ça veut dire qu'à 2 points, elle a un risque élevé. Ça veut dire que c'est une patiente que je vais hospitaliser. Voilà, donc vous voyez également ici, plus le score augmente, plus on a un risque de mortalité élevé. Enfin, on a, plutôt que de laisser comme ça avec l'urée, qui n'est pas toujours disponible, donc on a également mis au point un score beaucoup plus simple, ou qui est essentiellement clinique, c'est-à-dire qui utilise la confusion mentale, la fréquence respiratoire, la tension artérielle et l'âge. Vous voyez que si 0 critère, ça veut dire que c'est un sujet jeune qui a toute sa conscience, qui n'a pas de troubles respiratoires, qui a une bonne tension, je le laisse à la maison. Mais si c'est la dame de 75 ans, eh ben je la garde à l'hôpital ou bien je l'oriente à l'hôpital. Enfin, vous avez je vous en parle, il y a un autre aussi score qui a été mis au point par l'ATS. C'est un score en fait qui permet aussi de sélectionner les malades pour les soins intensifs d'emblée, c'est-à-dire à l'arrivée. Alors, évidemment, la problématique, c'était de savoir est-ce que ces 3 scores se ressemblent, quel est le plus efficace? Est-ce que finalement, il ne faut pas faire un score complet ou pas? Et ben, on se rend compte que sur le plan de la sensibilité et de la spécificité, ben, le score CRB65 est un score très sensible et très efficace.
On voit maintenant donc en pratique, c'est-à-dire en pratique, en consultation, à l'arrivée du patient, c'est le CRB65 que l'on utilise de toute façon, tous comme nous sommes dans notre pratique actuellement. Quel est le germe qui est en cause? Alors c'est la grande question parce que ça, vous avez vu, il y a beaucoup de germes, qui sont en cause. Il faut finalement que l'on sache quel germe qu'est-ce que je traite comme germe. Alors, on va lire cette phrase. Aucun signe clinique ou radiologique n'a de valeur discriminante suffisante pour préciser sur ces arguments le micro-organisme en cause. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire parce que c'est une PFLA, c'est obligatoirement un streptocoque. Parce que c'est une atteinte bronchopneumonique, c'est un germe gram négatif. Vous avez bien vu que même le streptocoque peut se présenter sous d'autres formes. Donc, on ne peut pas faire une corrélation entre le tableau clinique et la présentation du germe. Il y a des fréquences, certes, mais on ne peut pas se baser que sur la radio et la clinique, que sur la clinique et la radio. On se base essentiellement sur l'épidémiologie microbienne. Évidemment, il faut, à ce moment-là, on ne va pas faire des prélèvements pour tout le monde, puisque depuis le début, je dis qu'il y a des patients qui sont pris en ambulatoire. Il y a une catégorie de prélèvements à faire en ambulatoire, il y a d'autres à faire à l'hôpital. On peut même prendre en charge un patient avec le minimum de prélèvements, on va le voir tout à l'heure. Donc, il faut sélectionner les patients qui vont bénéficier d'exploration et quelle exploration ils vont avoir et choisir le mode de prise en charge. Il faut penser bactéries, mais aussi virus, parce qu'on a tendance à oublier les virus. Quels prélèvements sont disponibles? Alors, on a les hémocultures, l'examen cytobactériologique des crachats. J'aurais dû l'écrire en entier, je m'excuse. Donc, examen cytobactériologique des crachats, prélèvement au niveau d'une porte d'entrée, sérologie, prélèvement en fibroscopie protégée et les sondes d'aspiration. Pour les hémocultures, évidemment, c'est la méthode qui est reconnue la plus efficace et la plus qui est fiable, elle est spécifique. Son taux de positivité peut aller jusqu'à 25% chez les malades hospitalisés. Évidemment, sa positivité augmente avec la gravité de la pneumonie. Et donc, mais il n'y a pas de corrélation. En fait, alors oui, la problématique, c'était est-ce que plus la pneumonie est grave et plus l'hémoculture risque d'être négative? Eh bien non, on a démontré que qu'il n'y avait pas une corrélation. Concernant le CB des crachats, examen cytobactériologique des crachats, évidemment, on pourrait être tenté de dire c'est une maladie des poumons, c'est les voies respiratoires, et bien on recueille les crachats et on fait l'examen des crachats. Or, ce n'est pas aussi simple que ça parce que je vous ai dit que c'est une atteinte du poumon profond, donc les sécrétions doivent provenir du poumon profond. Or, quand on fait un examen cytobactériologique des crachats, ces sécrétions ne proviennent pas directement de l'arbre respiratoire, elles ne proviennent pas uniquement du poumon profond, mais elles traversent tout l'arbre bronchique, les voies aériennes supérieures, etc. Donc, elles sont souillées. Donc, pour faire cet examen, c'est pour ça que cet examen, il est fait avec parcimonie et avec beaucoup de précautions. Quand on le fait chez des malades hospitalisés. On prépare le malade et même en microbiologie, c'est-à-dire nos collègues de microbiologie prennent des précautions pour vérifier évidemment que c'est un bon prélèvement parce qu'on demande au malade de tousser, de bien tousser, et ensuite on met le produit de cette toux dans une boîte. Et donc, au niveau du laboratoire, ils vont d'abord vérifier que c'est un échantillon qui provient des voies aériennes inférieures. Donc, pour vérifier, il y a un nombre de cellules à retrouver. Ensuite, ils vont faire la quantification bactérienne et puis la positivité va dépendre de la gravité de la pneumonie. C'est pour ça qu'en général, on le garde pour des pneumonies très graves où on n'a pas de germes, on n'a pas de piste immédiatement et donc on demande cet examen. On a également le prélèvement au niveau d'une porte d'entrée, par exemple une lésion cutanée ou bien une ponction pleurale, on peut faire ce prélèvement. Il y a les antigènes également urinaires antipneumococciques, mais qui ne sont pas utilisés de façon courante. Vous avez également l'antigène urinaire à Legionella, également, qui peuvent être utilisés et qui sont des techniques également qui peuvent être utilisées. Ensuite, vous avez donc les sérologies pour donc la légionnelle, mais c'est plus un outil de type
épidémiologique, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans des enquêtes. Enfin, je vous ai parlé tout à l'heure pour chlamydia et mycoplasme pneumoniae, les sérologies sont possibles, mais le temps de faire le deuxième prélèvement, en général, le malade est guéri, donc on ne l'utilise pas de façon courante. C'est plus également un outil plutôt épidémiologique. Enfin, on a les explorations également qui sont les explorations invasives. Par exemple, les explorations invasives comme la fibroscopie protégée. La fibroscopie protégée, c'est quoi? C'est une fibroscopie, mais on introduit à l'intérieur un dispositif qui est stérile parce que je vous ai dit tout le but, c'est de prélever des sécrétions du territoire malade. Donc, on fait en sorte de prélever à ce niveau-là des sécrétions pour avoir, pour avoir un germe également qui puisse être utilisé. Parfois, on peut faire également un brossage distal toujours protégé et le lavage broncho-alvéolaire qui peuvent être faits, mais ce n'est pas des examens de routine et qu'on fait facilement. Alors, quels sont les examens à faire en ambulatoire? En ambulatoire, on fait essentiellement la formule numération sanguine, les hémocultures. Eh bien oui, en ambulatoire, on peut faire des hémocultures. Il faut le faire parce que c'est un examen qui peut être intéressant, qui peut être rentable. Quand c'est possible, il faut le faire. Ensuite, on a à l'hôpital, c'est d'abord les examens non invasifs. Alors, on a la formule, les hémocultures, la porte d'entrée, examen des crachats, je vous ai dit quelles étaient les limites et pour qui on les faisait, les sérologies dans quelles situations, et enfin, dans des situations bien particulières, on fait également les prélèvements au niveau de la porte d'entrée, et dans des situations bien particulières, on peut faire un examen invasif. Donc, vous voyez que pour les explorations, essentiellement le diagnostic d'infection donc de pneumonie, il est posé sur la radio et sur la clinique et sur la radio. Maintenant, l'origine bactérienne ou virale, c'est essentiellement la formule d'abord qui va nous orienter parce que vous pouvez avoir soit une hyperleucocytose ou une leucopénie une hyperleucocytose en cas d'atteinte bactérienne ou bien une leucopénie en cas d'atteinte virale, mais même dans certaines infections bactériennes, vous pouvez avoir des leucopénies. Et enfin, vous avez des prélèvements à visée diagnostic microbiologique de certitude. En premier lieu, ce sont les hémocultures. À chaque fois que la température est supérieure à 39, on doit faire les hémocultures. Enfin, et les prélèvements au niveau des pertes d'entrée. Maintenant, le traitement. Nous abordons le dernier volet qui est le traitement. Le traitement, c'est essentiellement, évidemment, qui dit infection bactérienne dit antibiotique, mais également soins de support. Soins de support, c'est-à-dire c'est tout ce qui est relatif à la nutrition, tout ce qui est relatif à la prévention des complications de l'alitement, etc. Ce sont des éléments que l'on risque de sous-estimer, mais qui ont toute leur importance, essentiellement la nutrition, les complications de l'alitement, etc. Enfin, on a pour ce qui est du traitement antibiotique, est-ce qu'il faut un antibiotique? Oui, si c'est une bactérie qui est en cause, évidemment. Si on a tous les éléments, on a le tableau radioclinique, on a le syndrome infectieux, on a la formule, on a les circonstances, l'épidémiologie, microbiologique, etc. Et il faut savoir que ce choix se fait en urgence. Je dis en urgence, c'est-à-dire que vous n'avez pas de preuve bactériologique. Vous devez prescrire un traitement. Donc, ce prélèvement, j'ai dit cette analyse va se faire donc sur l'analyse de l'ensemble des éléments. Quels sont les germes? Eh bien, je réfléchis. Je vais d'abord voir quelles sont les circonstances de survenue. Est-ce que c'est une pneumonie communautaire? Est-ce que c'est une pneumonie nosocomiale? Est-ce que c'est un sujet âgé? Est-ce qu'il vit en institution? Est-ce que c'est un diabétique? Est-ce que on est en situation d'épidémie, de pandémie? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est diabétique, insuffisant rénal, VIH? Est-ce qu'il est fumeur? Est-ce qu'il est alcoolique? Est-ce qu'il est toxicomane? Tout ça nous permet en fait de voir que, parce qu'il est difficile de corréler en fait un tableau clinique un tableau radioclinique à un germe particulier. C'est pour ça qu'il est important d'analyser l'ensemble des éléments. Par exemple, plus de 65 ans, on peut avoir le pneumocoque. De même que chez les sujets institutionnalisés. Alors, institutionnalisés, ça veut dire qu'ils vivent dans des maisons de retraite, des maisons de personnes âgées.
En Algérie, nous n'avons pas beaucoup de maisons de sujets âgés, mais ça existe. Donc, intéressez-vous à cet aspect-là si vous recevez un patient qui vient de ces institutions. Dans ces institutions, vous avez de pneumocoques, du BGN, du staphylocoque, des anaérobies de la légionnaire. Chez les alcooliques, on a vu tout à l'heure Klebsiella, qui fait partie des BGN. Comorbidité, vous pouvez avoir le staph. Vous pouvez avoir pneumocoque, l'hémophilus influenzae chez le bronchopathe. Vous avez également chez les personnes qui ont une notion d'hospitalisation antérieure au cours de l'année antérieure, si c'est un pneumocoque, risque d'être à sensibilité diminuée. S'il a été hospitalisé 2 à 4 semaines avant, attention au BGN. En cas d'inhalation, c'est-à-dire chez les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, à ce moment-là, les BGN, les staphylocoques et les anaérobies doivent être suspectés. Et vous voyez, vous allez lire à tête reposée ces tableaux. C'est une revue de la littérature où on voit, en fonction du micro-organisme, des données épidémiologiques et également des données, disons, des présentations. Voilà comment on va se présenter sur le plan radioclinique. Et vous avez ici, en fait, le germe, ici, les données épidémiologiques et ici, le tableau radioclinique. De même, dans ce tableau, vous avez le micro-organisme, les données épidémiologiques et les données radiocliniques. Mais ce n'est pas toujours, disons, mais ce sont des outils qui... Et toutes ces données, en fait, ont été faites sur la base de l'épidémiologie microbiologique. Mais évidemment, il est important de connaître le germe, c'est bien. Ce qui est surtout important, j'ai dit, c'est de prescrire le traitement en urgence. Et si je dois le prescrire en urgence, je dois le prescrire immédiatement. Immédiatement, c'est-à-dire que au cours de la première heure, le traitement doit être prescrit. Pourquoi? Parce qu'il y a des travaux qui ont été faits, et en particulier ce travail qui illustre bien cet aspect, où on voit que quand le patient a son traitement moins de 8 heures par rapport à l'arrivée, la mortalité diminue à 30 jours. Également, il y a un accroissement de la durée d'hospitalisation. De 4 jours, si c'est plus de 2 heures, et de 5 jours, si c'est plus de 12 heures. Donc, vous voyez, ça, c'est très important. Il y a un problème, il y a une conséquence à la fois sur le sujet de pronostic, un risque de mortalité. Il y a également un important impact sur le plan durée d'hospitalisation, coût, morbidité, consommation des structures de soins, etc. Donc, le traitement doit débuter immédiatement. Il faut commencer le traitement et là, il faut insister chez le malade. Le choix de l'antibiotique, évidemment, le choix de l'antibiotique va dépendre de la nature, du niveau de résistance à l'échelle locale, de l'allergie, de l'intolérance et du coût. Ce choix de l'antibiotique, en général, va être... il est important parce que tout d'abord, l'antibiotique de dernière génération, le plus cher, n'est pas forcément le plus efficace. Ça veut dire on n'a pas besoin de multiplier et de mettre des nouveaux antibiotiques pour guérir le malade. C'est pas ce qui est important, c'est de viser juste. Et on peut viser juste le germe avec une ancienne molécule. On n'a pas besoin d'aller vers des nouvelles molécules qui coûtent cher, que l'industrie pharmaceutique va vous vendre, etc. Hein. Donc il faut faire très très attention parce que ça nous pose le problème de la sélection de germes résistants et c'est nous qui sommes à l'origine de la fabrication de cette résistance et nous devons faire très attention. Donc en général, pour les antibiotiques, c'est une mono-antibiothérapie, essentiellement une bêta-lactamine amoxicilline, la bonne vieille amoxicilline. En cas d'allergie, les macrolides et les associations, c'est essentiellement un staphylocoque. Vous allez voir tous ces aspects-là en détail au cours du TD d'application. Vous allez faire des cas cliniques et vous allez voir les prescriptions. Alors, dernière recommandation concernant si on prend en charge le malade en titre ambulatoire. La voie orale est équivalente à la voie injectable, donc inutile de mettre des injections. Si c'est de l'amoxicilline, on la met en comprimé. On n'a pas besoin de mettre de l'injection. C'est aussi efficace, ça a été démontré. Il faut donner une ordonnance qui soit rédigée clairement, que le malade puisse la lire, que le pharmacien puisse la lire, que l'infirmier puisse la lire. Il faut faire prendre la première dose dans les meilleurs délais. Il faut dire au patient le diagnostic. Monsieur, madame, vous avez une pneumonie. Il faut expliquer ce qu'est cette maladie pour que le sujet comprenne
qu'est-ce qu'il a comme maladie, pourquoi il doit prendre son traitement rapidement et comment il doit également se surveiller. Donc, on va lui demander de surveiller sa fièvre, bien se nourrir, de prendre beaucoup d'eau et de revenir pour le contrôle dans les 48 à 72 heures. La surveillance donc est essentiellement clinique. On n'a pas besoin d'autres éléments. On fait une surveillance clinique même quand le patient est hospitalisé. Il y a des cas où le patient est hospitalisé. Nous faisons essentiellement une surveillance clinique. La radiographie ne doit pas être faite tous les 2 jours ou tous les jours. La radiographie, elle est faite à l'issue du traitement. En cas de non-réponse au traitement, il faut se poser des questions. Soit il y a un germe virulent, soit il y a une résistance, ou bien la chose la plus simple, c'est que le patient n'a pas pris le traitement. Ça peut arriver. Attention. Quand le patient revient et vous dit « je ne me sens pas bien », demandez-lui d'abord « avez-vous pris le traitement ?» Comment vous l'avez pris? À quelle dose? Donc ensuite, il faut évoquer donc les résistances, les germes virulents, la diminution de la défense et évoquer également une extension des lésions, ou bien une pleurésie et un pneumothorax. Pour les pneumonies virales, vous savez qu'il n'y a pas de traitement normalement. Je vais quand même parler du Covid-19 puisque nous sommes en pleine pandémie de Covid-19. Il est important de rappeler que c'est une maladie nouvelle qu'on ne connaissait pas. Donc, comme dans toute maladie nouvelle, la démarche qui a été faite, ça a été de repositionner des molécules. Repositionner des molécules, ça veut dire qu'on a pris d'anciens médicaments qui existaient déjà, qui, sur le plan physiopathologique, pharmacologique, base physiopathologique, microbiologique, etc., surtout base physiopathologique, répondaient aux caractéristiques de la nouvelle maladie et on donne ces nouvelles molécules. Et c'est comme ça qu'on a repositionné l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et d'autres médicaments. En Algérie, c'est, selon l'instruction ministérielle, hydroxychloroquine, azithromycine et tous les autres soins, oxygène, anticoagulants, corticoïdes, etc. Mais évidemment, tout ça, c'est en fonction de la sévérité. Pour ce qui est de la prévention, on va terminer évidemment avec la prévention parce que ce sont des maladies que l'on peut prévenir. Vous avez bien vu que les pneumonies au siècle dernier et notamment au début du siècle et au 19e siècle, c'était des maladies qui tuaient, c'était des maladies qui étaient très fréquentes, mais avec l'amélioration des conditions de vie, l'espérance de vie qui a augmenté, évidemment, l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration des conditions d'hygiène, ça a beaucoup diminué, mais l'augmentation de l'espérance de vie a fait que l'on soit exposé à beaucoup de facteurs extérieurs, qu'il y a un risque de comorbidité très élevé, comme par exemple le diabète, l'obésité. Donc évidemment, c'est des maladies qu'on peut encore, qui vont encore exister, pour peu qu'on agisse sur ces facteurs de risque. Quand on sait qu'il suffit que les gens arrêtent de fumer, diminuer le sucre, agir sur la malbouffe. Voilà et promouvoir également l'exercice physique. Voilà des méthodes qui pourraient nous changer la vie. L'hygiène également, le lavage des mains, la distanciation puisqu'on est en pleine Covid, la vaccination antigrippale. Je vous encourage tous, étudiants en médecine, vous faites partie du personnel soignant, donc allez vous vacciner contre la grippe. On se vaccine contre la grippe parce qu'il ne faut pas qu'on contamine nos patients et puis parce qu'il faut qu'on se protège. Il y a enfin la vaccination antipneumococcique également qui est indiquée chez les groupes à risque. Donc, si on doit faire la synthèse de ce cours, c'est de dire qu'est-ce que je retiens? La pneumonie, c'est une infection des voies respiratoires, des voies respiratoires basses. Le diagnostic est essentiellement clinique, radiologique, mais j'élimine les autres diagnostics et je fais attention aux formes frustres. J'évalue la gravité, je recherche les autres facteurs et en première intention, j'utilise mon score CRB 65. Est-ce que je dois isoler le germe? Eh bien, si je dois isoler le germe, évidemment, pour isoler le germe, j'analyse. J'analyse mes circonstances de survenue, le patient, qui est le patient, ses comorbidités, etc. Donc, il est important de faire toute cette démarche pour identifier le germe. Sur le plan du pronostic, qu'est-ce qui impacte sur le pronostic? Ce qui impacte sur le pronostic, c'est le choix du traitement.
le choix du traitement essentiellement. C'est-à-dire que même devant une pneumonie d'origine bactérienne, même en l'absence de signature microbiologique, on doit viser juste, c'est-à-dire cibler le bon germe. Cibler le bon germe, c'est-à-dire analyser de façon exhaustive, avec discernement, le tableau radioclinique, le tableau biologique, etc., l'ensemble des éléments. Il est faux de penser que si je mets une antibiothérapie à large spectre, je couvre le malade. Non, il faut bien analyser le tableau du patient avec l'ensemble de ces éléments et n'oubliez pas l'épidémiologie microbiologique. Il faut également retenir que le traitement doit être instauré le plus rapidement possible et que l'isolement du germe est surtout important chez les malades hospitalisés plutôt qu'en ambulance.